Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en scène de Christopher Nolan au travers d'Oppenheimer qui concentre tout le style de ce réal dans ses bons et ses mauvais côtés. Avant tout, sachez que je suis un grand fan de Nolan, en particulier d'Interstellar que je considère être un véritable chef-d'œuvre, donc si je soulève des points négatifs, c'est pas par envie d'être à contre-courant. Voici la filmo de Nolan et les films que je considère devoir intégrer les grands classiques du cinéma. Même Batman, pour moi, il n'y a rien de mieux qui a été fait depuis. Si je devais résumer en un mot son style, c'est l'efficacité avant tout. Il filme ce qu'il faut filmer en faisant en sorte que ce soit beau. Il donnera le rythme de la scène au travers du montage et de la musique. C'est un cinéma brutal, épique et centré sur l'émotion, et c'est ça que j'adore chez lui. Il nous présentera Robert Oppenheimer, celui qui a dirigé le projet Manhattan durant la Seconde Guerre mondiale, et donc la création de la bombe A qui sera suivie ensuite par la bombe H. Le film sera ainsi coupé en deux niveau montage car Oppenheimer est suspecté d'être un méchant communiste et devra expliquer toute son implication dans le projet. Nous aurons ainsi ce genre de plan lors de l'interrogatoire, nous avons un plan large proche du personnage qui a pour but de déformer son visage et accentuer un sentiment de stress dans lequel il se trouve. Ou alors les plans à la fin où l'arrière-plan tremble, ce que je trouve être une très bonne idée. Opie maintient une confiance en l'avenir de façade alors qu'en arrière-plan il a la trouille de comment sera utilisé plus tard ce type de bombe. Référence évidente à la boîte de Pandore mais aussi à tous les essais nucléaires qu'il y a eu durant les années 50. Revenons à nos bombes. Non, pas toi Florence. Ici ils sont tous en cercle. Comme c'est un film qui tourne autour de l'atome, je me doutais bien qu'ils allaient mettre des cercles ou boules visuelles pour signifier ça. Tout comme la pluie qui tombe ici et qui forme des cercles dans l'eau en arrière-plan. Très significatif car la discussion avec Einstein concerne le fait qu'on ne sait pas si l'explosion de ce type de bombe ne créera pas un effet domino et détruira le monde. J'ai donc décidé de vous parler de mise en scène pure et dure en mettant Oppenheimer face à un autre film qui lui ressemble beaucoup, JFK d'Oliver Stone. Lui aussi est un film de blabla, car 80% ce sera des dialogues entre personnages, lui aussi dure 3 heures, et lui aussi a 2 timelines différentes. Ce sera des flashbacks pour JFK, c'est-à-dire des événements passés, tandis que pour Oppenheimer ce sera des flash forwards, que l'on appelle prolapse en français, et qui sont des sauts dans le futur. J'aimerais d'ailleurs savoir combien on aura de Premier ministre cette année. Moi je parie sur 3. Et tout ça, c'est ce que je croyais en voyant le film, ce qui m'a complètement perdu, car Nolan a dû indiquer par la suite que quand c'est en noir et blanc, on est du point de vue objectif, c'est-à-dire des gens qui entourent Opie, et quand c'est en couleur, c'est subjectif, donc du point de vue de Robert Oppenheimer. Déjà, premier problème, je ne vois pas comment on peut justifier que le spectateur soit obligé de faire ses devoirs avant de voir un film. Pour moi, utiliser du noir et blanc, c'est pour expliquer qu'on est dans un flashback. En général, c'est ça, et c'est jamais une bonne idée de casser des codes déjà établis. Attends avant de mettre ton com me disant que j'ai rien compris, car là on arrive à l'IMAX et il n'y a rien qui justifie ça. Est-ce que franchement, c'est si compliqué de faire un film avec le même ratio tout le long? Ça gêne personne d'autre que moi, ce changement de ratio à la noix là, tout le temps. Pour les autres films, je comprenais car on peut tourner qu'en extérieur avec ce type de caméra. Pour Hunger Games 2, tout ce qui se passe dans l'arène a été tourné en IMAX et ils ont dû refaire l'intégralité des voix en post-synchro car une caméra IMAX qui tourne, ça fait le même bruit que ta machine à café le matin. Je te dis pas à quel point l'ingé son se sent totalement inutile dans ce genre de cas, et le fait que le ratio la pop toutes les 2 secondes, j'ai l'impression d'avoir des pop-up de pub en fait sans arrêt. Au début, j'ai vraiment cru que les flash forward étaient au même ratio pour signifier encore plus qu'on était dans une société de la mort qui possède l'arme pouvant détruire la planète. Société maintenant enfermée et méfiante visuellement à travers son ratio de cadre. Au contraire d'avant, où il y a une vision ouverte et élargie au monde pour progresser, car c'est le projet Manhattan qui réunit des chercheurs du monde entier dans un même but. Mais non, Nolan, les ratios c'est pas son truc, alors comme pour tous ces autres feux du film, on va changer sans arrêt en fonction de quelle caméra était prête à tourner à ce moment-là. Tu peux éventuellement changer de ratio entre les scènes, mais changer de ratio à l'intérieur des scènes, moi je dis non. Il y a même des champs contre champs qui sont pas au même ratio, truc de fou. Pourtant, pour ces autres films, c'était un minimum réfléchi, comme pour Interstellar. On a des plans 35 mm dans le vaisseau, mais tout ce qui se passe en extérieur est en IMAX, ce qui est cohérent visuellement. Mais pour Oppenheimer, non. Je sais pas, mais ce changement de ratio sans arrêt me donne l'impression d'un film pas fini, accentué par ce son direct en VO, difficilement compréhensible, comme s'il voulait donner au spectateur un film le plus brut possible. Dans le prochain, il va peut-être dire que l'étalonnage c'est pour les fragiles, ou que le son c'est pas utile. Changer de ratio sans arrêt n'est pas justifiable dans ton récit. Changer de ratio sans arrêt n'est même pas justifiable dans ta manière de travailler en fait. Il y a même pas à avoir de débat là-dessus. Alors oui, je râle sur le ratio, mais je ne parle pas de l'image, car ça reste vraiment splendide. Mon préféré, c'est ce plan qui est magnifique.
Ou d'autres aussi, au moins avec Nolan c'est sûr, niveau image ça reste parfait avec une musique sublime qui rend tout épique. En plus c'est vraiment avec ce genre de plan, avec la musique, où tu te rends compte que Nolan est le bon héritier de Kubrick. Ici on retrouve totalement l'ambiance de la présentation de l'hôtel de Shining. Passons à la mise en scène. Oppenheimer et JFK sont ce que j'appelle des films de blabla, c'est-à-dire que la grande majorité ce sera des dialogues entre personnages. Le problème à réaliser ce genre de film, c'est que c'est un gros casse-tête pour faire en sorte que la mise en scène ne soit pas redondante. Très souvent dans les films, on alterne entre les dialogues entre personnages, souvent en champ contre champ classique, qui sont entrecoupés par des séquences d'action, ce qui apporte du changement visuel constant. Mais là pour Oppenheimer, on n'a pas d'action, hein. Tout tourne autour du personnage et de son grand projet. On a critiqué Nolan de ne pas avoir donné le point de vue japonais, mais moi je trouve ça bien, hein. On est avec eux dans le projet Manhattan, donc on est coupé du reste du monde en quelque sorte. Donc ça j'approuve. Niveau mise en scène, on aura donc des champs contre champs poitrine en général qui seront toujours sur travelling pour donner un léger mouvement en avant ou en arrière. Ça donne du rythme comme la caméra n'est jamais fixe, tout comme nos personnages qui font tout pour avancer et conclure leur projet. Là aussi c'est dommage, hein, car il aurait pu se dire que dans les scènes d'interrogatoire on a que des travelling arrière pour signifier une société qui régresse, et dans les scènes de recherche que des travelling avant pour signifier une société qui avance. Pourquoi il a pas fait ça ? Là, tout comme le ratio, le mouvement du travelling sera aléatoire. Le reste des plans seront très larges sur travelling pour accompagner les personnages lors de rares déplacements, et puis c'est tout. Ça m'a vraiment gêné cette redondance au bout de 2 heures de film, hein. J'avais l'impression qu'on n'avançait pas, que c'était un peu toujours les mêmes dialogues. Mais enfin monsieur, vous êtes communiste ? Sur la vie de ma mère, je te jure que non. Oh non. Honnêtement, ça me désole de dire ça, hein, car de base, je suis censé être un fan de Nolan. Mais si je regarde JFK, là, c'est 3 heures que je ne vois pas passer. Oliver Stone utilise toutes les mises en scène possibles qu'il dissémine tout du long pour apporter du changement visuel constant. Là où Nolan se contente du strict minimum. Champ, contre-champ, champ, contre-champ. Et on utilise le montage pour dynamiser quelque chose qui ne l'est pas vraiment. Heureusement que ça marche un minimum, et c'est son style à Nolan, l'efficacité. Hein. Mais là, dans Oppenheimer, je trouve ça beaucoup plus voyant, donc j'insiste un peu dessus pour vous proposer des alternatives. Sinon, globalement, j'ai réussi à suivre le film, hein. C'était pas non plus de la torture, hein. Il y a quelques moments épiques avec la musique bien pensée. L'explosion aussi, hein. Visuellement, je m'attendais pas forcément à un truc foufou, hein. C'était surtout au niveau sonore que j'attendais un truc fou du même genre que dans Star Wars 8, quand t'as le vaisseau qui explose. Et au final, y a pas de son. J'ai vraiment cru qu'il y avait eu un incident technique, hein, ça m'a totalement sorti du film. À tel point qu'après le film, je suis allé voir sur TikTok, voir des extraits, car j'étais vraiment persuadé que le son était tellement fou que c'était l'ampli qui avait saturé. Mais en fait non. Une promo pendant 1 an et demi sur une explosion que Nolan a voulu sans effets spéciaux, et il y en a tellement pas que, limite, y a plus d'image. On a de gros plans sur l'intérieur de mes intestins lorsque je viens de manger indien, et puis c'est tout, pas de son, rien, nada. Où est la bombe ? Non, pas toi Florence. Ah, quoique, tiens, justement, on va parler de ton utilité. Sincèrement, si vous voulez pas de meuf dans vos films, n'en mettez pas. Attends, au début, il pécho Emily Blunt, je me suis dit, il se met bien. Mais c'est pas la bonne madame, là, hein ? C'est pas bien, hein ? Bref, leur relation peut se résumer par... Non, je rigole, faut pas abuser, ils ont des discussions intéressantes, mais sur la totalité du film, pour moi, son perso est de trop. Pour moi, je ne vois aucune autre explication à sa présence que les quotas. Même si elle a une grande influence dans la vie d'Opie, dans le film, je trouve que ça se ressent pas. Hein. Et il y a eu des scientifiques femmes sur le projet Manhattan, alors vous aviez de la matière si vous vouliez de la présence féminine. Dernier point qui pour moi est le défaut principal. Focaliser une grande partie du film sur l'enquête et son témoignage, était-il vraiment utile ? Je connaissais son histoire Oppenheimer et l'enquête était pour moi anecdotique dans sa vie et ses travaux. Pourquoi ne pas s'être concentré sur la recherche, du genre pourquoi ils font pas péter la bombe au sol ? Comment ils s'approvisionnent en uranium et toute la recherche qui entoure cet élément pour le rendre pur et ainsi l'utiliser dans une bombe, car pour rappel, il doit être enrichi à 90% pour être utilisé dans une bombe. C'est cette pureté de l'élément qui crée l'explosion et donc l'effet domino qu'ils redoutent tous. Pourquoi ne pas avoir parlé de ça plus en profondeur ? Là dans le film, il y a quelques discussions intéressantes dessus, concernant l'effet domino possible après explosion, et puis d'un coup, va savoir pourquoi, Oppenheimer dit que « Bah non, ça va, ça craint pas ». Ah d'accord, hein, la survie de la planète est en jeu, et toi tu balais ça comme ça. Ok, on doit tous mourir de quelque chose après tout. Et je suis tombé sur cette photo, vraiment une super bonne idée d'aller pile sur le lieu d'une explosion nucléaire. Oh Robert, serait-ce des radiations qui me chatouillent les couilles ? Au bout de 2 heures de film, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'Oppenheimer a fait en définitive dans le projet Manhattan, hormis recruter des chercheurs et s'occuper de créer Los Alamos ?
En dehors de l'enquête, il parle juste des difficultés à créer cette communauté tout en gardant une sécurité totale. Je veux dire, t'es un chercheur, un manager ou un DRH? Mais vous ne pouvez pas nous dire ce que vous faites? À un moment, j'ai vraiment cru qu'il allait nous sortir qu'il s'occupait en plus de la corvée des chiottes des bâtiments A, B et C. Pourquoi tu t'occupes de la sécurité? Y a personne aux États-Unis qui soit plus qualifié pour ça? Je comprends que montrer des scientifiques qui travaillent et discutent entre eux, c'est difficile, mais montrez-le au moins quelques fois et de manière plus approfondie. C'est censé être son job principal. Moi je m'en fous un peu qu'on ait supposé qu'il vendait des infos à la Russie. À l'époque, il suffisait que tu portes un pull rouge pour être suspect. Ce qui m'intéresse, c'est le projet Manhattan. Et pourquoi ce nom en plus? Pourquoi consacrer la moitié d'un film de 3 heures sur une enquête qui finalement tombe à l'eau et est totalement anecdotique dans sa vie et dans le projet Manhattan? C'est même Hopi qui dira plus tard que tout ce simulacre de procès était une farce. À la place d'Oppenheimer, j'aurais les boules, hein. Toute ma vie, j'ai fait de la recherche et j'ai notamment bossé sur un des projets les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. J'ai permis des avancées extrêmement majeures dans le milieu scientifique et on fait un film qui se concentre sur 3 semaines de ma vie où j'ai pas pu bosser car j'étais interrogé par 3 mecs de Washington. Ah bah merci Nolan, hein, c'est utile d'avoir bossé toute sa vie. Franchement, regardez la page Wikipédia de ce mec, et nous, on se concentre sur ça. Vraiment. Mais alors pourquoi Nolan a inséré cet interrogatoire dans l'histoire alors que ça n'avait aucune importance? Oui, aucune, hein, vu qu'Oppenheimer fera même pas de prison comme il n'est pas coupable. Si je le vois le problème, c'est que Nolan aussi. Eh bien car il a voulu créer un enjeu. Pour une fois, on va parler de construction de scénario. Le problème avec ce genre de film, c'est que le public connaît déjà la fin, du style Titanic, et oui, à la fin le bateau coule. Oppenheimer, pareil, on sait qu'ils ont réussi à créer la bombe puisqu'ils vont les lancer sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, comment captiver notre public s'il connaît déjà la fin? Ce qui nous captivera, c'est l'enjeu en parallèle de l'histoire que l'on connaît. Dans Titanic, on sait que le bateau coule, mais comment Rose a-t-elle survécu? Ça, on ne le sait pas. Le Titanic, du coup, devient un élément de décor dans lequel notre histoire prend vie. Il n'a de réelle importance que durant la dernière heure, car il coule. Il fallait donc trouver quelque chose du même genre pour Oppenheimer. Certains films biographiques choisissent justement de suivre la vie de la personne de manière chronologique, et donc il n'y a pas vraiment de mise en danger du personnage, seulement à de rares moments durant sa vie. Une merveilleuse histoire du temps est un bon exemple et un bon film. D'autres choisissent de se concentrer sur un événement durant leur vie, ou en tout cas une période courte, ce qui permet d'avoir un enjeu. La Voie de la Justice ou la méthode Williams sont là aussi de bons exemples. Et Valkyrie aussi, j'adore ce film. Pour Oppenheimer, c'est ça, on se concentre sur une période courte de sa vie, c'est-à-dire le projet Manhattan, mais puisque tout le monde connaît la finalité du projet, il fallait créer un enjeu sur quelque chose de moins connu. Le devenir d'Oppenheimer après la guerre. On sait qu'il a réussi, mais a-t-il fini en prison? Était-il communiste? Oh mon dieu, avait-il comme rêve de hisser le drapeau rouge à la Maison Blanche? Tant de questions insolubles qui perturberont à jamais mon existence. Bon, sans rire, en fait, Nolan, il avait un choix à faire. Il pouvait se concentrer uniquement sur son perso et nous dévoiler l'histoire pas à pas avec les discussions scientifiques, la création de Los Alamos et les tests nucléaires. Ce qui est le meilleur du film, grosso modo, hein. Mais je pense qu'il avait peur que ce soit chiant. Nolan, à mon avis, a dû se dire qu'il n'y avait pas suffisamment d'enjeux s'il voulait garder l'attention du spectateur. Et comment tu rajoutes de l'enjeu? Tu vas prendre un événement dans la vie de ce mec où il a été en danger, et si en plus il était dans une configuration où genre il serait obligé d'expliquer toute son histoire, ce serait encore mieux. Là, avec l'interrogatoire, on est dans le cas très typique du vieux monsieur qui raconte sa jeunesse à ses enfants. Comme pour Titanic, hein. Donc il a présenté toute l'histoire au travers de l'interrogatoire pour ajouter cette surcouche de tension. Et je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin, hein. Ça permet de suivre l'histoire de la création de la bombe, celle que l'on connaît déjà, et on rajoute une surcouche de tension avec tout le déroulé de l'interrogatoire qui englobe tout ça. Mais perso, juste un film simple et chronologique, ça me va aussi, j'ai pas besoin d'avoir des enjeux énormes dans un film. Un simple perso qu'on a envie de suivre pour moi, c'est suffisant pour faire un bon film. Mais comme Nolan a un style qui tend vers l'épique, à chaque fois il lui faut un enjeu qui soit quand même très important et qui lui permette de mettre ses musiques à fond la caisse pour que ce soit méga épique. Et là je trouve que la surcouche de tension, elle est inutile. À mon goût. Pour moi, c'est un rajout de surcouche qui est totalement inutile et qui alourdit le film. Oppenheimer est bien joué, mais ça manque de profondeur comme on ne connaît pas bien son travail exact sur le projet. Je sais pas, il y avait plein de choses à faire, comme par exemple mettre en avant Wernher von Braun, le créateur des fusées, qui travaillait pour les Allemands et qui savait lui aussi que son invention avait pour cible finale des civils. On met souvent en parallèle Hitler et Chaplin à cette époque, mais on peut faire pareil avec Oppenheimer et Wernher von Braun.
Vous allez sûrement me dire que pour Oppenheimer c'est un peu différent vu qu'il travaillait pour les gentils, entre parenthèses. 200 000 morts, hein, mais ça va, ils étaient pas américains. Pour ces deux personnages, ils auraient tout simplement pu s'aborder leurs travaux et refuser de travailler. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Sans parler qu'Oppenheimer est persuadé que la bombe ne sera ensuite jamais utilisée, alors que t'es censé être une des personnes les plus intelligentes au monde et tu crois qu'en donnant à l'humanité l'arme ultime, elle n'en fera rien? Vraiment? Je veux dire, même Tony Stark refuse de donner son invention au gouvernement. Pourquoi ne pas avoir creusé cette question? Et oui, je suis saoulé car j'attendais beaucoup de ce film, comme tout ce qui est nucléaire me passionne. Et là, il nous pond ça, mais comme c'est Nolan, alors évidemment, c'est du génie, et si t'as pas aimé, c'est que t'as rien compris. Donc malheureusement, c'est encore un film de Nolan que je n'aurai pas dans ma Blu-ray Tech, comme je n'ai pas envie de le revoir. Je l'ai vu 3 fois pour cette vidéo, et j'ai toujours les mêmes questions en suspens. Je pense qu'on peut résumer ce film par 1001 chants contre chants, 1 heure de trop, une explosion décevante, des dialogues répétitifs sur le même sujet, et concernant un détail de l'histoire dont même le protagoniste n'y voyait aucun intérêt. Saupoudré de discussions sous la couette avec une fille qui a 20 ans de moins... Youplala! Oh là 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 là... Qu'est-ce que je peux être aigri des fois, quand même. Sinon, je vous conseille Fukushima 50, c'est pas le film du siècle, mais je le trouve bien plus intéressant. Ah, et au fait, JFK fallait qu'il soit incroyable comme 99% des films, d'être au même ratio tout le temps. Je sais, c'est du génie.